Psychologue en podcast, un balado qui aborde l'actualité psychologique, une présentation de OK Ensemble, votre école de psychologie web. Ici le Dr Paul Simard, psychologue, et bienvenue dans cet épisode du 29 octobre 2022. Aujourd'hui, nous allons aborder le phénomène de croire aux fantômes. Et pour ce faire, je vais rebondir sur une entrevue qui a été réalisée sur Ici Radio-Canada qui a pour titre « Est-ce que les fantômes existent? » Dans cette entrevue radio, dont je vais vous mettre le lien en description du balado, vous retrouverez les propos de Nathalie Platt, qui est psychologue clinicienne et qui s'intéresse notamment au récit de vie des gens qui croient aux fantômes. Aborder le sujet des croyances, c'est toujours un sujet épineux, parce que lorsqu'on fait face à une personne qui ne partage pas nos croyances, ça a tendance à générer beaucoup de dissonance cognitive, un genre de friture sur la ligne, une résistance intérieure qui fait qu'on va avoir tendance à ne plus écouter les arguments de la personne qui ne partage pas nos croyances et on va avoir tendance à rejeter les propos, voire rejeter la personne. Donc, j'aimerais vous rassurer sur l'idée que je ne vais pas ici porter de jugement sur les personnes qui ont la croyance des fantômes. On va plutôt examiner des phénomènes psychologiques généralement reconnus. On va faire également un peu de philosophie, un peu d'anthropologie sur les phénomènes associés à la croyance des fantômes. Au cours de l'émission de radio de Ici Radio-Canada, on voit qu'il y a plusieurs invités qui ont différentes postures. Il y a une recherchiste qui va témoigner de sa croyance, donc elle est ouvertement convaincue que les fantômes, c'est vrai, et elle se base sur une description de son expérience personnelle. Il y a également une personne qui est physicienne, qui est un fervent défenseur de l'esprit critique et qui présente des méthodes ou des informations scientifiques généralement reconnues qui permettent d'expliquer ce genre de biais ou ce genre d'explication a posteriori. Étant donné qu'on ne peut pas prouver la présence de fantômes, eh bien, c'est pour ça qu'on va reposer notre explication scientifique sur les croyances a priori, c'est-à-dire ce que la personne pensait déjà du phénomène pour expliquer des ressentis et des perceptions intérieures. On sait très bien en neurosciences que les croyances d'une personne peuvent préparer la personne à ressentir des sensations, comme par exemple si je vous dis « Est-ce que ça se pourrait que en dessous de vos plantes de pied, là, si vous mettez votre attention sur vos plantes de pied, est-ce qu'il y aurait comme un petit picotement léger sur vos plantes de pied? Plus vous mettez votre attention sur vos plantes de pied, on dirait que tiens, tout d'un coup, il y aurait comme un peu... Et là, on peut enrober la méthode de plein de techniques de respiration pour mieux vasculariser. Et en mettant notre attention, ça génère des sensations. Donc, ça ne génère pas des faits externes de croire, mais ça génère des perceptions intérieures qui peuvent ensuite être généralisées à l'extérieur. La généralisation des croyances, c'est un phénomène auquel on va revenir un petit peu plus tard au cours du balado. Au cours de l'entrevue, la psychologue invitée est questionnée sur sa propre croyance en lien avec les fantômes. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est sa posture professionnelle. Parce que lorsqu'on la questionne sur le plan personnel, elle dit qu'elle va se garder un peu de réserve sur le plan citoyen. Donc ça, c'est une excellente posture réflexive comme psychologue clinicien, c'est-à-dire qu'on va répondre aux questions des gens, on va se mettre à l'écoute des gens, on va essayer de les aider sans pour autant entremélanger nos croyances personnelles avec les croyances de l'autre personne devant nous. Donc, c'est pas seulement parce que nous, on porte certaines croyances ou certaines postures scientifiques qu'on ne peut pas se mettre à l'écoute du récit que l'autre personne va faire, soit de sa souffrance ou soit de ses croyances. Ce que j'ai particulièrement aimé de l'entrevue, c'est que la psychologue invitée mentionne bien que les pensées irrationnelles, ça peut aider à traverser des moments difficiles. Donc, il ne faudrait pas penser que parce que vous avez identifié chez d'autres personnes des pensées irrationnelles ou que vous ne les partagez pas, si vous êtes de nature scientifique, esprit critique, et que vous voyez chez les autres personnes autour de vous des pensées irrationnelles, il ne faudrait pas penser que c'est mauvais. Dans le fonctionnement adaptatif de l'esprit humain, lorsqu'on fait face à des difficultés, ça peut aider d'avoir des croyances et d'entretenir des pensées irrationnelles.
La psychologue invitée fait d'ailleurs la confidence au cours de l'entrevue, comme quoi elle a observé ses propres croyances irrationnelles lorsqu'elle a eu l'annonce d'un cancer. Donc, pour faire face à certains non-sens ou pour éclairer certaines croyances qui étaient déjà présentes en elle. On porte tous en nous les mécanismes reliés à la formation des croyances. Et plutôt que de l'expliquer a posteriori, donc après un phénomène, en disant que c'est un fantôme, un esprit, il y a beaucoup de connaissances scientifiques qui peuvent l'expliquer a priori, c'est-à-dire avant. Comment se forment les croyances? Je vais vous raconter une petite histoire de formation des croyances. Donc, c'est une des pistes de construction théorique sur la formation des croyances. Une personne se promène dans la savane et là, elle voit du blé bouger d'une manière étrange. Elle regarde le blé. Et là, ça lui rappelle qu'il y a 8 ans, une personne lui avait raconté sur le coin du feu que lorsque le blé bouge, c'était un lion. Donc là, la personne a peur un peu et elle se dit, non, moi je crois que c'est peut-être un lion caché dans le blé, donc je vais pas passer par là, je vais passer par l'autre sentier qui est plus long. Et là, en faisant le détour, en montant sur le sentier de la colline, il peut observer qu'il y avait en effet des lions. Donc, les croyances, a priori reliées au récit qu'elle avait appris, qui ont été appliqués ici, ont permis à la personne de ne pas se confronter au lion. Donc, la croyance a permis de sauver la vie. Par contre, s'il n'y avait pas eu de lion, on aurait pu dire que la croyance aurait été mise en suspens, en disant, en tout cas, il n'y en avait pas cette fois-ci, mais peut-être une autre fois. Donc, on voit que les phénomènes de croyance peuvent être utilisés pour réduire l'incertitude. C'est une manière de faire des grandes moyennes, des a priori et de comprendre rapidement le monde. Il n'est pas surprenant de constater que la force d'une croyance s'associe avec la notion de mystère. Sur les choses que vous avez de la difficulté à comprendre, vous aurez tendance, naturellement, à y appliquer des modèles que vous connaissez déjà. Si par exemple vous remontez le cours d'une rivière et que vous arrivez tout près d'une petite cascade et que vous trouvez cet endroit tellement beau que vous prenez un instant pour vous apaiser, vous déposer auprès de la cascade. Et là, à force de passer du temps là, de relaxer, de regarder les environs, tout d'un coup, certains petits bruits attirent votre attention et vous dites, voyons, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me sens un peu étrange. Et là, je me dis, ça me rappelle lorsque je me faisais bercer quand j'étais jeune. Et là, est-ce que ça se pourrait que ça soit l'esprit de la chute ou est-ce que ça se pourrait que ce soit ma grand-mère qui soit dans l'esprit de la chute? Et là, se fait toutes sortes d'associations potentielles. Et vous savez, l'imagination, c'est très vaste, là. Donc là, je vous fais un récit fictif d'une possibilité de lien de certains phénomènes. Et là, la personne se met à voir dans la cascade la manifestation d'un esprit ou la manifestation de l'esprit d'un ancêtre même. Faisons maintenant une brève histoire de l'évolution des croyances à travers l'Antiquité. Ça veut dire qu'on a des traces écrites encore aujourd'hui sur des documents d'argile qui nous sont parvenus à travers les âges. Donc, on pourrait dire que l'animisme est la plus vieille forme de croyance. L'animisme, c'est la projection d'une croyance ou d'une attribution d'une âme sur des choses ou des phénomènes. Donc, je crois à l'esprit de la chute. Je crois en l'esprit de la cuillère. Bref, il y a toutes sortes d'attributions, peu importe la nature de l'objet, dans laquelle on va prétendre que les objets ou les phénomènes ou le soleil est habité par un esprit. Et là est également apparu un autre grand mystère pour l'humain, c'est-à-dire la disparition des êtres chers. C'est très difficile d'accepter le décès des personnes qu'on aime et ça va même provoquer des réflexes de refus, d'acceptation de la mort. C'est un des sujets qui est abordé dans le balado de ici Radio-Canada d'ailleurs. Et là, devant le décès ou le départ de la personne qui m'est chère, il est possible que ça crée une espèce de manque à l'intérieur de moi ou un mystère mais où est rendu le souffle de sa parole si elle est décédée ou disparue? Et là, on a pu voir apparaître le phénomène du culte des ancêtres. Ça peut prendre diverses formes, mais par exemple,
On va prendre un moment de l'année, le moment où peut-être grand-maman ou arrière-grand-maman est décédée pour se rassembler ensemble. Et là, on va chanter ses chansons préférées. On va se raconter les histoires d'antan. Et là, ça fait comme revivre l'histoire en imagination de la personne. Et on peut en créer des liens sur le phénomène d'attribution des croyances de l'animisme avec le phénomène de rappel imaginatif du passé d'un de nos ancêtres. Et ensuite a pu se développer des cultes envers le chef de la tribu, également, lorsqu'il est décédé, culte envers le père ou le grand-père du chef de la tribu. Donc, on voit les bases patriarcales ici. Petite parenthèse. Et ensuite, il y a formation d'un échange interculturel à travers différentes cités-États. Et on voit apparaître la divination de certains ancêtres qui deviennent le dieu de la cité. Donc, en rappel, ça pourrait être une personne qui était le roi d'un village, qui est devenu une ville, et lorsqu'il est décédé, on lui a rendu un culte aux ancêtres, et en voyant les autres cités autour qui ont eux aussi des cultes des ancêtres pour créer une espèce de civilisation commune, on transforme le culte des ancêtres en un culte du dieu ancêtre. Et là, c'est pas tranché au couteau et ça varie en fonction des lieux, des cultures, mais dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des amalgames entre animisme, culte des ancêtres et divinisation des personnes. Se forment alors des cultes polythéistes dans lesquels il y a plusieurs dieux vénérés et à certains moments donnés ou à certains lieux, dans une culture polythéiste, donc où les gens reconnaissent la possibilité de croyance en plusieurs divinités, eh bien, il peut y avoir un culte privilégié, c'est ce qu'on appellera la monolatrie. Donc, la monolatrie, c'est la croyance en un dieu supérieur ou un dieu préférentiel parmi différents dieux. Et peut découler de cela le fait d'exclure les autres divinités pour pouvoir arriver non plus à seulement un culte à un seul dieu, donc plus seulement la monolatrie, mais à un monothéisme. La croyance en un seul Dieu suprême, qui inclurait tous les principes mystiques et qui serait toutes les manifestations de tous les enjeux mystérieux. Moi, en tant que psychologue qui accompagne des gens qui sont parfois perdus dans leur foi ou leur croyance, je me suis formé à ces différents enjeux sur le développement des croyances chez les êtres humains pour pouvoir me connecter à l'expérience de tout le monde. Mais même si moi, personnellement, je ne crois pas à ce genre de phénomène, dans le sens où je pense pas que c'est une existence là, mystérieuse qui est là, l'autre côté d'un voile. Donc, je pense plutôt que c'est un phénomène à l'intérieur de l'être humain qui est relié à la survie, qui est relié à la difficulté qu'on a biologiquement à appréhender le vide, le mystère, et qui cherche rapidement des réponses pour pouvoir se rassurer. Je pense que c'est ça qui s'active. Toutefois, même si je dis que je n'y crois pas, ça serait une sorte de posture athée, je ne crois pas. Mais mon esprit scientifique m'interdit d'être purement athée, parce que athée, je ne crois pas, donc qui refuse. En réalité, moi, je suis agnostique. Donc, agnostique, c'est dire je ne sais pas. Mais admettons qu'on me présentait des preuves et qu'il y avait des protocoles expérimentaux qui permettaient de vérifier la validité d'un phénomène mystique. Moi, je serais très d'accord pour remettre en question mon a priori. Donc, ça demande beaucoup de connaissances de soi pour être agnostique. Je ne sais pas. Mais à l'intérieur de moi se collisionnent toutes sortes d'a priori, des anciennes croyances d'avant mes apprentissages, d'avant ma compréhension des phénomènes psychologiques et cliniques. Et assurément que ça se collisionne à l'intérieur de moi lorsque je vois des gens qui présentent des croyances, soit que je trouve qu'ils sont un peu farfelus, ou soit qui génèrent chez moi des jugements intérieurs. Mais dans tous les cas, ce qui est formidable avec le travail de psychologue clinicien qu'on peut faire, c'est que ça nous donne une occasion de suspendre notre jugement personnel pour se mettre à l'écoute
des croyances des autres. Puis là, on peut le faire avec soi-même. Donc, c'est merveilleux. Donc, en voulant aider l'autre personne, moi, ça me permet d'encore plus éclairer les phénomènes de mouvement et de tempête affective qui se passent bien souvent en dessous de la rationalisation. Donc, pour développer une bonne connaissance de soi et arrêter d'être seulement réacteur, donc athée, non, je ne crois pas, et suspendre son jugement personnel a priori et dire « Attends un instant, moi je pense ça, mais si on observe les faits, qu'est-ce que les faits nous disent? » C'est souvent ce que les gens vont avoir de la difficulté à faire et plutôt que d'adopter une posture de se mettre en suspens pour dire ben je ne sais pas pour l'instant. Hey, c'est fragilisant ça, c'est insécurisant s'avouer le je ne sais pas. Il n'y a pas de preuve. Donc, ça demande la capacité de tolérer l'incertitude. Tolérance à l'incertitude qui d'ailleurs fait partie des grands mouvements thérapeutiques qu'on va essayer de mettre en place lorsqu'on travaille l'anxiété avec une personne. Oui, on peut travailler la réduction des symptômes, la désensibilisation, mais on va également travailler l'axe de l'augmentation de la tolérance à l'incertitude. Et ça permet d'être plus rationnel, mais j'aime mieux dire, moi, que ça permet d'être plus réaliste. Le réalisme, il va s'intéresser à toutes les composantes de l'expérience humaine, sans a priori. Une personne qui vivrait un deuil, ça crée un choc émotionnel qui peut engendrer des conditions a priori. C'est-à-dire qu'à partir de ce choc-là, on va composer ensuite soit une résistance face à la composante réaliste, ou on va soit essayer de boucher les trous de l'incertitude ou du vide avec des choses qui font du sens à l'intérieur de nous. Donc, c'est pas mauvais, c'est pas un échec, c'est un phénomène normal de l'esprit humain qui cherche à faire du sens. Parce que l'être humain n'est pas un être de pure rationalisation. On pourrait dire d'une certaine manière, des bébites biologiques construits pour la survie. Et là, on a développé toutes sortes de potentiels d'instruments pour assurer notre survie. Puis il y en a deux grands instruments de survie pour l'espèce humaine, l'imagination et la vie en tribu. C'est pour ça qu'on va souvent partager les croyances des gens qui appartiennent à notre culture environnementale proche. Avez-vous déjà réfléchi à l'idée de pourquoi une personne qui vient au monde dans la culture chrétienne, par exemple, comment se fait-il qu'elle va entretenir des croyances chrétiennes alors qu'il y a toutes sortes d'autres religions qui existent? Et comment se fait-il qu'une personne qui, par exemple, serait née au Vietnam entretienne des croyances bouddhistes alors que, voyons, il y a d'autres croyances dans le monde? C'est que le phénomène des croyances est fortement associé avec le phénomène de réassurance et d'influence socioculturelle. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant quand je me suis formé sur le phénomène de l'évolution des croyances dans le monde, ce sont les études de textes fondateurs ou les altérations culturelles de certains textes religieux. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que lorsque vous confrontez une personne qui croit par exemple, en une religion spécifique ou un courant religieux ou un texte spécifique, il m'arrivait souvent de faire face à ces personnes-là et qu'ils me disent, c'est la parole de Dieu qui est écrite dans ce document. Puis là, moi, je disais, OK, mais tu sais qu'elle a été modifiée à telle date par telle personne ou tel groupe de personnes? Puis là, les gens me répondent avec résistance. Non, 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 c'est la parole de Dieu, elle n'a pas été modifiée. Là, OK, là, je vois qu'il y a dissonance cognitive, résistance, et là, je suggère. Et si on te montrait les traces, comme quoi il y a d'autres versions de ton texte que tu crois, qui ont été sélectionnées dans un comité pour pouvoir orienter les croyances et la gestion des foules, notamment, par les gens qui avaient un pouvoir autoritaire, religieux ou politique. Est-ce que tu me croirais? Puis là, parfois les gens sont d'accord pour croire ce mouvement-là, mais ça va glisser vers l'aspect conspirationniste ou complotiste, dans le sens où, c'est bien, il y a des gens qui veulent nous manipuler, puis qui nous... Mais OK, et toi, est-ce que toi, tu te manipules toi-même? Oh, ça c'est confrontant, ça, parce qu'on a un phénomène psychologique à l'intérieur de nous, les êtres humains, qui s'appelle les attributions.
On va avoir tendance à s'attribuer le succès des choses qui nous arrivent grâce à moi, parce que moi j'ai travaillé fort, hein, c'est grâce à moi si j'ai réussi l'examen, j'ai une bonne note parce que j'ai étudié fort. Et si il nous arrive des choses difficiles, on va avoir tendance à l'attribuer à des causes extérieures. Ben, c'est parce que le professeur il avait pas mis les bonnes questions dans l'examen, ou c'est parce que là il est arrivé tel incident externe qui justifie telle situation, ou il y a quelqu'un qui me dérangeait autour. Donc quand ça va mal, attribution externe. Quand ça va bien, attribution interne. Et là, vous comprenez bien que je parle de grandes généralités. Je ne parle pas de systématiquement un phénomène qui se produirait toujours. C'est complexe, l'esprit humain. Et c'est pour ça que j'essaie de vous en offrir différentes avenues. Mais l'élément que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est le lien entre croyance et réassurance. Et dans le mot réassurance, il y a le mot assurance. Et qui dit assurance dit monétarisation. Et là, je suis en train de créer un peu un homme de paille, là. Mais on pourrait voir un lien entre les croyances formelles d'une personne et les croyances qu'on pourrait dire invisibles ou les croyances non conscientisées. Vous voulez un exemple? Vous vous dites que vous n'avez pas de croyances non conscientisées? Ah, okay, ben, préparez-vous, je vais vous donner un exemple qui prouve que vous avez des croyances peut-être non conscientisées. Vous êtes prêts? Vous pouvez quitter le podcast si vous voulez. OK, c'est parti. Est-ce qu'il vous arrive parfois de transiger des sommes monétaires? Là, vous allez me dire, ben oui, bien sûr. Vous savez, là, les fameux billets de 20 $ ou les chiffres écrits sur votre téléphone de votre application bancaire, eh bien, en soi, on a développé une croyance collective que ça vaut quelque chose. Et tant que tout le monde croit que ça vaut quelque chose, on peut transiger des objets de papier ou des séquences de chiffrage numérique sur des applications ou des cartes pour obtenir des choses concrètes en échange. Hey, mais c'est pas merveilleux? Ça veut dire que notre croyance collective facilite certains échanges. Nous oblige également à payer une redevance au gouvernement. On appelle ça les impôts. Mais l'avantage principal de toute cette mécanique de réassurance, assurance, croyance collective, impôts payés à l'État, c'est de créer de la cohérence dans un monde qui nous semblerait autrement incohérent ou chaotique. Donc, croire aux fantômes, si on revient au thème initial, c'est un peu similaire, c'est un mécanisme de réassurance. Et plus vous aurez de gens autour de vous qui croient également aux fantômes, et plus ça aura tendance à vous influencer pour que vous partagiez, vous aussi, cette croyance, un peu dans le sens d'une croyance collective. Que ce soit un fantôme ou des croyances envers l'apparition de la Sainte Vierge, par exemple, à Fatima, eh bien, on voit bien sur le plan historique qu'il y a eu d'abord des gens qui ont fait des affirmations, souvent des enfants d'ailleurs, qui font des affirmations de croyances ou de visions, et qui vont rassembler autour d'eux, qui vont fédérer des gens de plus en plus nombreux jusqu'à être reconnus par certaines personnes en position d'autorité. D'ailleurs, sur le plan, si vous faites une recherche sur le web, vous trouverez rapidement l'histoire du développement des apparitions de la Vierge Marie à Fatima, comme quoi, au début, le Vatican ne reconnaissait pas la validité de cette présumée apparition. Mais à force de voir des gens se rassembler, faire des cultes, et ben là, finalement, le Vatican a décidé de fédérer autour de ça et de reconnaître le phénomène. Politique, croyance collective, est apparu le mot religion, religion d'ailleurs qui veut dire relier les gens. Seriez-vous capable d'expliquer autrement que par vos croyances a priori les phénomènes que vous observez? Eh bien, pour pouvoir faire ça, il faut être capable de suspendre ces a priori et ça, c'est difficile. En observant à l'intérieur de vous vos mouvements de sympathie, d'antipathie ou de désintéressement, vous savez, c'est comme une tempête affective. Mais vous allez être capable de commencer à prendre un peu de perspective. Mais si vous voulez vous entraîner d'ailleurs à ça, vous pouvez laisser tourner certaines vidéos sur les Reels ou TikTok et sur des phénomènes mystiques ou des croyances religieuses ou ésotériques New Age.
que vous ne partagez pas. Et là, observez à quel point ça vous fait résister à l'intérieur de vous ou à quel point ça provoque des levées ou de la sympathie, de l'ouverture ou de la validation. Et moi, je suis constamment fasciné quand je vois, par exemple, passer sur TikTok des vidéos de gens qui font des espèces de lectures de tirage aux cartes pour les gens en général. Puis là, ça commence la vidéo comme suit. Si cette vidéo t'a trouvé, c'est pas pour rien. Oh, attribution d'un sens spécial. Donc là, je me sens choisi, ça me fait du bien. Donc ça, c'est un mouvement sympathique. Et si cette vidéo t'a trouvé, c'est pas pour rien. Alors, oublie pas, hein, tu es une bonne personne. Je sais que tu as fait beaucoup d'efforts dans ta vie, puis que parfois il est arrivé des choses difficiles. Et là, s'ensuit une espèce de liste générale floue qui contient, selon au moins 75% de choses positives pour que les gens puissent se reconnaître là-dedans. Et on retrouve les ingrédients d'un phénomène psychologique qu'on appelle l'effet Barnum. Retrouvez l'effet Barnum également dans les horoscopes, c'est-à-dire des flous généraux, approximatifs, qui peuvent toucher un peu tout le monde, dans lequel on va se reconnaître. Parce que, ah oui, c'est vrai, on est comme ça, hein, les lions, ou on est comme ça, là, les scorpions. Vous comprenez que moi, je n'adhère pas non plus à ce genre de découpage de la réalité. D'ailleurs, horoscope et astrologie, qui remontent à l'Antiquité sumérienne, et ça aussi, c'est un autre sujet très intéressant. Enfin, comment on développe des systèmes de croyances, comme par exemple l'astrologie? Eh bien, à la base, les prêtres qui étaient sous la gouverne des rois en Mésopotamie étaient chargés de trouver les augures favorables, donc mystérieux, pour protéger le roi et ses décisions militaires ou ses décisions pour pouvoir avoir suffisamment de nourriture dans les cultures. Et là, les prêtres étaient mandatés de chercher dans différentes augures favorables et certains de ces prêtres-là ont regardé le ciel et l'ont vu qu'il y avait certains astres qui bougeaient, contrairement aux autres qui semblaient fixes. Et là est apparu toutes sortes de théorisations, de dire, OK, il s'est passé tel phénomène astrologique alors que telle personne est décédée, donc ça se pourrait-tu que ça veuille dire telle chose? Puis là, formation de croyances, transmission aux foules crédules qui ont besoin d'être rassurées. Donc on voit qu'à travers le temps, l'être humain a besoin de donner du sens pour réduire l'incertitude. Et c'est vraiment le phénomène clé, je crois, qui est associé avec les croyances mystiques, mais également les croyances envers, comme par exemple, le système monétaire. Vous savez, moi, si je sors un billet de 20 $ alors que je suis en visite au Gabon, ben, il est possible que les gens là-bas au Gabon refusent mon billet de 20 $ canadiens pour payer. Ils vont me dire, non, on prend pas cette devise-là, on prend la devise de tel autre endroit. Donc, même moi ici, on est à côté des États-Unis, mais si une personne que je rencontre en consultation veut me payer avec des dollars américains, je vais refuser. Mais pourtant, je sais très bien que ça a de la valeur de l'autre côté de la frontière. J'en ai déjà utilisé moi-même des dollars américains lorsque je suis allé aux États-Unis. Mais dans le cadre de notre transaction ici, je vais refuser la devise. Donc, c'est plus le pouvoir de la croyance, de la valeur d'une personne n'a plus de pouvoir rendu dans mon bureau. Donc, c'est un examen que je vous invite à faire sur l'attribution que vous faites aux croyances des objets qui se tournent. Donc, les fantômes là-dedans, maintenant, il n'est pas surprenant de voir que ici, Radio-Canada fasse des émissions reliées à des phénomènes mystérieux et fantomatiques aux abords de l'Halloween qui a lieu dans 2 jours. La fête des mystères, la fête d'une espèce d'au-delà. Et là, j'espère que vous comprenez que même si je prends certains tons de voix pour illustrer certaines séquences dans le podcast, d'aucune manière j'adopte une attitude méprisante envers les croyances parce que moi, c'est ça que je fais comme travail. J'aide les gens qui sont perdus dans leurs croyances, que ce soit des croyances sur le fonctionnement quotidien, des croyances reliées avec leur couple, des croyances par rapport à eux-mêmes ou des croyances religieuses, spirituelles ou ésotériques. Donc, quand une personne pourrait me dire quelque chose comme ça là, en consultation en disant « J'ai vu le fantôme de telle personne à tel endroit », puis là, ça m'a fait très peur, et puis en même temps, je me dis « OK, il existe des gens ».
moi, ce que je me dis dans ma tête de clinicien, c'est, OK, la personne a développé un sens particulier face à l'objet de sa croyance. Donc, moi, je vais la questionner là-dessus. Comme par exemple, je pourrais demander, qu'est-ce que cette personne-là représente pour toi? Ou c'était dans quel état d'esprit que tu l'as perçu, ce fantôme-là? Donc, moi, je veux même adopter les mots que la personne utilise pour aller la rejoindre dans son cadre épistémique. Donc, dans sa manière de construire son raisonnement, je vais aller la rejoindre là et je vais lui tendre la main. Je vais dire, est-ce que ça se pourrait que telle chose soit reliée avec le fait que la personne, elle te manque beaucoup? Ou est-ce que ça se pourrait que quand tu souffres, tu as besoin de réponses? Là, puis c'est très pratique, c'est très rassurant, par exemple dans le cas d'un deuil, d'aller voir une personne qui s'affiche comme médium pour pouvoir avoir des réponses ou des messages de ces gens-là. Ça permet de boucler quelque chose. Et puis boucler la boucle, compléter des formes, c'est quelque chose qui est étudié là, depuis vraiment longtemps en psychologie et qui s'appelle la Gestalt. Donc, ça a donné des mouvements comme la Gestalt thérapie ensuite, mais gardez à l'esprit que Gestalt, c'est relié à la forme des perceptions. Et qu'il soit question d'une perception, d'une forme visuelle ou d'une forme mentalisée, donc d'un concept, d'un souvenir d'une personne. Donc, on est dans le deuil, là, ici. Par exemple, ça en est un bon exemple, le deuil. Donc, j'ai une forme, un récit que j'ai composé avec une personne qui est disparue et j'ai comme pas bouclé la chose. Et grâce au travail thérapeutique, on pourrait même recréer temporairement un espace où je vais ouvrir une chaise vide, par exemple, et je vais dire à la personne, et si la personne était assise là devant toi? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à nouveau? Montre-moi à quoi ça ressemblerait là, si tu te mets dans l'état d'esprit et tu faisais comme si tu lui parlais pour de vrai. Et là, je vois moi, que les gens qui réussissent à faire ça se mettent en mouvement, bouclent des formes, vont avoir l'occasion de dire comme s'ils étaient devant. Mais par contre, je suis pas en train d'invoquer l'esprit d'un défunt, là, parce que je vous rappelle que moi, je ne sais pas si ça existe ou pas, et que, a priori, je n'y croyais pas. Donc, mais ce que je peux faire, c'est ouvrir un espace de représentation de la vie imaginaire de la personne pour qu'elle puisse tenter de boucler une forme avec elle-même. Dans la Gestalt, le fait de boucler des formes de perception, vous retrouverez également d'autres phénomènes connexes associés au mystère et au culte, et notamment la pareidolie. Vous savez, le fameux phénomène de voir dans les nuages des visages, ou de voir dans les tasses de thé, les traces de thé ou de café qui restent, en fait, des formes ou des signes. Eh bien, ça aussi, c'est la recherche d'ordonnancement d'un monde qui est autrement très chaotique. Et devant l'incertitude qui provoque de l'insécurité, je vais avoir tendance à essayer de composer un chemin pour rendre les choses cohérentes. Je dis je, là, mais en réalité, c'est tout le monde. On fait tous ça. Tant qu'on sera des êtres humains dans un support biologique qu'on appelle le corps, eh bien, on va être soumis à ces différents réflexes. Comme par exemple, c'est pas l'échec de la nuit d'avant si vous redormez ce soir. C'est que c'est normal de redormir. Vous pourrez jamais régler votre besoin de sommeil pour le reste de votre vie. C'est la même chose avec manger ou aller à la salle de bain. Vous pouvez pas y aller ou le faire, là, puis c'est réglé pour le reste de vos jours. Puis là, c'est l'échec, faut que j'y retourne, c'est l'échec de la fois d'avant. Non, c'est que c'est normal pour une personne dans un corps biologique de refaire son équilibre, de refaire les soins et de recomposer son équilibre et de recomposer du sens. Et là, avec notre super capacité d'être humain qu'on appelle l'imagination, eh bien, on peut avoir besoin de boucler des formes en imaginaire. Donc, si vous croyez aux fantômes ou à l'astrologie ou à la loi de l'attraction ou à différentes formes de théories mysticistes ou de courants religieux, sachez que c'est normal, ça fait partie de l'expérience humaine. Et sachez également qu'il est possible de développer des expériences qui nous permettent d'aller un pas plus loin que ça. On peut
ne pas être prisonnier d'une croyance, il existe des manières de penser ou des paradigmes qui nous permettent de prendre une perspective sur les croyances pour observer les mécanismes d'acquisition des croyances, mais également les mécanismes de résistance et de collision des croyances. Étant donné que ça appartient au monde des a priori, de l'intuition, de l'ordonnancement du chaos, de la réassurance, à toutes les fois qu'on observe les fondements des mécanismes de croyance, vous trouverez l'ingrédient royal qui est la réassurance. Est-ce que c'est vrai qu'on a besoin d'être réassuré? Ben oui, comme je vous ai parlé tout à l'heure, on va redormir, remanger et tous les autres besoins vont également nécessiter qu'on réapplique de la présence et des soins. Ça peut être un constat difficile à intégrer si vous êtes identifié à la croyance. Ça, c'est un enjeu particulièrement touché qui va gagner parfois un processus assez particulier en consultation pour pouvoir être cheminé. Si ça vous intéresse de mettre fin à l'identification que vous avez de manière automatique ou vous souhaitez arrêter d'être prisonnier d'une croyance, ce que je vous suggère de faire, c'est commencer à élargir votre champ de connaissances. Intéressez-vous aux différents courants d'évolution des croyances. Il y a beaucoup de documentation sur l'anthropologie là-dessus. Il y a beaucoup également de départements ou de centres, comme par exemple le Centre d'études du religieux contemporain à l'Université de Sherbrooke, là, un centre avec lequel est affiliée la psychologue invitée dans l'émission, donc Nathalie Platt, psychologue. Et vous trouverez également sur YouTube des biblistes, des historiens de l'évolution de l'histoire de la Bible. Il y en a plein, mais bien sûr, là où il y a de l'information générale, il y a aussi de la désinformation. Donc, soyez vigilants dans vos recherches d'informations. Et si vous tombez sur des gens qui font des affirmations outrancièrement rassurantes et qui ne sont pas dans la modération et l'ouverture et dans l'esprit critique, probablement que vous êtes plutôt tombé dans un endroit qui valorise le mysticisme et l'occultisme ou voire même beaucoup de confusion. Ça demande du temps composer son esprit critique. Ça demande, moi j'aime bien recourir au concept de confort intellectuel. Vous savez, le confort d'une pièce, là, on met des coussins parce que ça fait du bien maintenant, là, ça fait comme meubler le paysage de la pièce. Ben, c'est la même chose avec les connaissances. Vous n'êtes pas obligé de faire une maîtrise sur le sujet des croyances dans telle culture pour vous sentir un peu plus ferré face au phénomène des croyances. Mais le phénomène de confort intellectuel va demander que vous développiez vos connaissances. Moi, quand j'ai commencé à lire là-dessus, je me suis dit, d'accord, je vais partir de là où je suis rendu. Je suis venu au monde dans la culture catholique chrétienne. Donc, je me suis dit, je vais lire au complet la Bible. Comme ça, je vais savoir un peu de quoi ça parle pour de vrai, plutôt que me fier aux gens autour de moi qui disent qu'ils l'ont lu. Donc, je l'ai lu au complet. Ensuite, je me suis dit, bon, je vais essayer d'élargir aux autres religions connexes. Là, j'ai lu le Coran. J'ai lu le Talmud, j'ai lu le livre des morts tibétains, le livre des morts égyptiens, j'ai lu sur le taoïsme, le shintoïsme, le brahmanisme, les religions et les courants mystiques qui ont été développés tardivement ou tôt. Puis là, ensuite, j'ai découvert la théologie, les différentes branches philosophiques reliées à la théologie et l'anthropologie. Bref, tout ça crée un arbre de représentation des connaissances qui permet, une fois qu'on accumule beaucoup de connaissances, de saisir où se situe le champ de la connaissance des croyances et à quoi ça sert croire. Je vais vous raconter d'ailleurs une petite histoire qui est inspirée de la mythologie de la Grèce antique qui fait un lien entre les croyances et l'espérance. C'est le mythe de la boîte de Pandore. Je ne sais pas si vous la connaissez. La boîte de Pandore, c'était une boîte qui contenait l'ensemble des maux de l'humanité. Donc Zeus, voyant que les êtres humains commençaient à être un peu
une rivalité pour les dieux, a enfermé dans la boîte tous les malheurs de l'humanité, a confié la boîte à Pandore et a dit « Faut pas que tu regardes à l'intérieur ». Et là, Pandore accepte le mandat, mais finalement, à un moment donné, elle se dit « Oh, je me demande qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça. » Puis là, elle va essayer à un moment donné juste de l'ouvrir un petit peu pour voir à l'intérieur. Et là, parce que la curiosité, donc le désir de la connaissance, est présent dans l'être humain, dès qu'elle va ouvrir un petit peu la boîte de Pandore, tous les malheurs de l'humanité sortent de la boîte, donc la maladie, la mortalité, tous les fléaux, donc tous les malheurs de l'humanité sortent de la boîte et rendent les êtres humains mortels, faibles à la maladie, et bref, vous comprenez. Et le dernier ingrédient à sortir de la boîte, savez-vous qu'est-ce que c'est? C'est l'espérance. Oh! Ça veut dire que l'espérance et croire en quelque chose, c'est un des grands malheurs de l'humanité. En termes psychologiques, moi j'aime beaucoup ce mythe-là de la boîte de Pandore pour dire que beaucoup de gens vont utiliser les croyances, donc l'espérance, pour pouvoir se rassurer, mais si vous essayez de vous rassurer tout en ayant les yeux masqués, en ne regardant pas le paysage entier du confort intellectuel possible de l'ensemble de la connaissance, et que vous avez une vision tellement restreinte que vous êtes aveuglé par une croyance, une espérance, ben, il est probable que vous soyez très malheureux ou que cela vous enferme dans un mode de pensée assez restreint. Par contre, avoir une croyance qui vous aveugle à des choses difficiles autour de vous, peut-être que ça peut vous aider à vous rassurer. Donc, on voit la double nature de l'espérance qui est à la fois ce qu'il y a de plus beau et de pire dans l'être humain. D'ailleurs, c'est une des phrases qui est reprise dans, je crois, le film La Matrice 2, devant l'architecte qui dit ça au héros du personnage, héros messianique d'ailleurs, là, tu sais, qui veut sauver tout le monde. Donc, comme quoi que les croyances seraient reliées à ce qu'il y a de meilleur et de pire dans l'être humain. Les œuvres fictives dans les téléromans, dans les films, nous portent à travers différents scénarios, différentes représentations symboliques sur des choses qui nous touchent profondément ou qui marquent notre croyance collective envers des phénomènes. On a juste à regarder d'autres séries particulièrement populaires, comme par exemple la série Lucifer, dans lequel, c'est drôle, hein, il y a comme un renversement du méchant typique, là, du Lucifer méchant, qui devient maintenant un anti-héros. Donc, transformation du symbole du bad boy, on pourrait dire, en une personne au grand cœur. Et à travers les âges, certains symboles vont être valorisés dans notre culture, alors que dans d'autres cultures, certains autres symboles seront mis de l'avant. Mais étant donné que nos croyances s'installent dans une zone à l'intérieur de nous, souvent qui est située dans la zone aveugle, qu'on a de la difficulté à observer, cela peut expliquer les conflits culturels ou religieux lorsqu'on assemble des gens qui ne partagent pas les mêmes, on pourrait dire, illusions collectives. C'est un constat difficile de s'avouer que l'être humain est une bébite biologique avec beaucoup de développement fonctionnel, perceptuel et beaucoup de potentiel. Lorsque certaines structures rebouclent sur elles-mêmes à l'intérieur du système nerveux qui vont connecter avec d'autres aires cérébrales, qui vont reboucler également sur eux-mêmes et s'entremêler avec d'autres systèmes, ça va provoquer différents niveaux de perception, de conscience qu'on commence là, à comprendre grâce aux études en fonctionnement cognitif et en fonctionnement neurologique. Donc, c'est un des domaines, je crois, qui va évoluer de plus en plus. Et peut-être qu'un jour, pourra-t-on quitter l'ère doxatique, donc doxa qui veut dire croyance, parce que certains anthropologues présument que nous sommes présentement encore dans une ère jeune de l'humanité, l'ère des croyances. Et ça me fait penser ça à un document fictif. Dans un des films de la série Star Trek, il était question du phénomène que lorsque l'humanité est entrée en contact avec les extraterrestres pour la première fois, ils ont rapidement abandonné le système monétaire. Ah, ça m'avait beaucoup marqué quand j'avais lu ça étant jeune,
parce que je trouvais que ça faisait bien du sens. Puis en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est le contexte dans lequel cette prémisse-là est apparue. Dans un monde où on abandonnerait le système monétaire, donc moi, le lien que je fais, c'est qu'on abandonne le système de croyances collectives de l'argent, donc on va pouvoir développer une justice équitable pour tous, sans passer par des transits, on va dire, de devises monétaires. Et bien là, tout d'un coup, c'est intégré dans le cadre d'un premier contact avec des extraterrestres. Et là, on a toute la mythologie ou les croyances entretenues par les gens sur les visites des extraterrestres. Ça se situe dans le même genre de registre que les croyances qu'on voit aujourd'hui envers le mysticisme ou l'ésotérisme. Ça aussi, dans les courants historiques, on voit que les croyances envers les extraterrestres vont suivre certains phénomènes culturels, des attributions mystérieuses en certains contextes culturels. Et là, tout d'un coup, le mystère est expliqué par une possibilité d'objets non identifiés qui volent. OK, donc, puis il y a des gens qui vont confondre l'incapacité d'identifier un objet qui vole avec un extraterrestre. Donc, c'est pas la même chose. L'incapacité à identifier quelque chose, on est dans une approche agnostique. Donc, je ne crois pas, ou je ne sais pas, pardon, je ne sais pas ce que c'est. Et l'attribution d'un phénomène de réassurance. Ah oui, c'est les extraterrestres. Donc, on est dans le même registre lorsqu'il est question de croire aux fantômes, croire aux licornes, croire aux extraterrestres. Dans tous les cas, réduction de l'incertitude et réassurance. Les croyances, c'est normal, on ne peut pas y échapper. C'est un mécanisme biologique qui nous sert à faire des a priori rapides sur le monde pour pouvoir nous sauver la vie, pour pouvoir favoriser la vie en collectivité. Et voilà, on a les clés essentielles de formation des croyances. Les gens qui ne partageaient pas les croyances étaient souvent exclus de la collectivité, voire de la civilisation. Vous savez, là, dans l'Église catholique, les excommunions, les gens qui étaient excommuniés étaient souvent chassés de leur territoire également, là où ils habitaient. Ben, c'est un petit peu le même genre de mouvement antipathique qu'on voit lorsqu'on rencontre des gens qui ne partagent pas les mêmes croyances que nous. Alors, avant de se diriger vers la fin de ce podcast, j'espère que vous aurez saisi différentes nuances ou pistes de réflexion sur le phénomène des croyances, de l'animisme, de l'attribution de croyances à certains phénomènes, que vous aurez pu apprendre certaines notions sur l'histoire de l'évolution des croyances. Et également, par-dessus tout, j'aimerais vous dire que ce n'était pas un jugement de valeur si vous avez des croyances contraires à ce que je vous affirme. Moi, je suis dans une démarche agnostique. Je ne sais pas. Et si vous m'amenez des preuves, je suis d'accord pour changer mon opinion. D'ailleurs, sûrement que mon opinion clinique, mon opinion scientifique et mon opinion personnelle vont changer en cours d'évolution parce que je n'ai pas terminé l'acquisition de connaissances là-dessus. Tout comme je vous invite à le faire, eh bien moi, je poursuis ma démarche dans ce sens-là. Mais je suis particulièrement critique face aux pistes de réassurance, particulièrement critique face aux gens qui affirment, eux, savoir mieux que vous. Donc moi, non, je me dis non, c'est comme un peu un abus de pouvoir, ça, de présumer que vous connaissez mieux que les autres sur leur monde intérieur. Donc moi, je veux pas vous dire que je connais mieux ce qui se passe à l'intérieur de vous que vous-même. Je suis en train plutôt de vous dire, il existe des mécanismes qui peuvent expliquer les grandes tendances reliées aux croyances. Mais je suis pas en train de vous dire que dans le particulier, j'ai raison et que vous avez tort. C'est l'avantage de la méthode scientifique, c'est de pouvoir écarter ce qui n'est pas valide. Mais ça se peut très bien qu'on fasse des nouvelles découvertes. Donc, vous voyez, garder l'esprit critique ne veut pas dire rejeter en bloc et ne veut pas dire non plus accepter naïvement ou tout accepter. Il y a des méthodes, il y a des procédures qu'on peut mettre en place, mais par-dessus tout, si on ne peut pas mettre en place des gros protocoles expérimentaux, ce que je vais vous suggérer de faire, c'est de vous intéresser
au sens a posteriori. Donc, comment la personne compose du sens, là, son récit, comment ça parle de elle? L'enfant fait ça naturellement, l'adulte également. C'est juste qu'adulte, parfois, on va se présumer très rationnel, mais on reste influencé par toutes sortes d'a priori, tout comme on reste influencé par la faim, l'envie d'aller à la salle de bain ou tous les autres besoins physiologiques qui ont besoin d'être régulés. Donc voilà. Nous voici rendus à la fin de cet épisode. Merci beaucoup de votre écoute et ils sont où les clics j'aime, les 5 étoiles? En conclusion, je tiens à vous rappeler qu'un podcast, ça ne remplace pas une psychothérapie et que mes propos cherchent à faire la synthèse d'un domaine qui est véritablement complexe. Donc, si vous éprouvez le besoin d'avoir une assistance personnalisée, je vous invite à contacter directement un professionnel de la santé. À bientôt.